Il faut qu'on accrochez les ceintures, remontez bien vos chaussettes et respirez un grand coup parce que ça va être extrêmement violent. J'ai lu The Story Eaters of Ya. Je vous livre la description telle quelle, on discute après. Donc un roman irrévérencieux, plein de suspense et d'une originalité remarquable, qui raconte l'histoire d'un groupe d'écrivains de science-fiction engagés pour élaborer des scénarios d'invasion extraterrestre. À leur tête, Larry Pelczewski, un romancier en difficulté, incapable de percevoir le temps. Donc ce qui commence pour Larry comme une source désespérément nécessaire de repas gratuits prend une tournure inquiétante et particulièrement fâcheuse lorsque des escargots extraterrestres que le groupe imagine dans ses fictions lancent réellement une invasion et commencent à s'emparer des romans de l'humanité. Larry, le moins probable des héros, doit alors écrire une nouvelle fin à l'histoire avant que l'espèce humaine ne soit dévorée. La pire des intrigues possibles, la sienne. Et on a même droit à une citation de je ne sais pas qui, parce que c'est pas marqué. Donc lisez cette œuvre de science-fiction drôle, profonde et résolument atypique, où la neurodivergence n'est qu'une des nombreuses façons alternatives de voir le monde. À la fin, vous êtes tellement immergé dans l'esprit de Larry que vous commencez à anticiper ses pensées. Alors, spoiler, non. Mais maintenant que vous savez que vous êtes censé lire un truc absolument hilarant, je vais vous parler de ce qu'il y a vraiment dedans. Donc, qui est vraiment Larry? Dès le début du livre, Larry nous est présenté comme un auteur de SF particulièrement imbu de lui-même et à inscrire dans la catégorie des sales cons insupportables qui rabaissent sans cesse les autres. Pour parfaire le portrait, il se convainc par on ne sait quel cheminement de son intellect supérieur que l'agente qui lui refuse son manuscrit pour la xème fois est une enfant de 8 ans. Et pour aller au bout de l'horreur, il décide de s'investir à fond dans sa correspondance avec cet enfant, et j'espère que vous cringez autant que moi à cette idée. Donc c'est sans parler de sa mère, qu'il décrit comme une pute ninja décérébrée et inutile. Le mec sympa. Donc je sais pas si vous commencez à sentir où ça va. Dans le doute, je vous explique. Donc en fait, l'auteur trouve ça drôle, la façon dont Larry est à côté de la plaque en permanence. Dès qu'il patauge complètement, ou se rend bien ridicule, la scène prend de l'ampleur et on prend bien le temps de nous raconter tous les détails du ridicule de la situation, sans doute parce qu'on pense nous faire rire. Admirez le visage de la rigolance. Bref, habituez-vous parce que c'est la base de ce livre. On a un personnage qui se conduit comme un gros con et dont on est censé rire des difficultés. Ça va être absolument incroyable. Happy, 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 happy. Donc, Larry, parce que le portrait n'est pas fini, il ne comprend pas le temps tel que nous l'avons structuré, les heures, les jours, les semaines, tout ça. Sauf que la façon dont c'est montré n'est pas extrêmement convaincant. À mon sens, si vous connaissez des gens qui ont des difficultés avec les codes sociétaux, vous savez qu'ils ont des trucs, des repères, et que la notion de jour et de nuit est à elle seule un repère important. En tout cas, notable et visible. Même sans comprendre les heures, intégrer que demain existe n'est pas impossible dans la mesure où il suffit d'expliquer que on se réveille après le dodo de la nuit et c'est le jour qui sera demain. Même si le concept reste un peu flou, l'expérimentation doit aider à une certaine acceptation du fait. Sans compter que lorsqu'on vit dans une ville, il y a des tas de repères visuels et sonores qui sont marqueurs de temps. Donc, bon, je ne veux pas croire que Larry soit aussi largué qu'on veut nous le faire croire. Il peut ne pas comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des outils pour se repérer. Or, l'auteur veut absolument nous faire croire que Larry est totalement hors sol. Pourquoi? Allez, dites-le avec moi, parce que c'est marrant. Voilà. Mort de rire.
Donc, et alors que Larry est un gros con qui, de son propre aveu, n'écoute pas ce qu'on lui dit, il est donc embauché comme auteur dans un think tank. Et ça, déjà, ça n'a aucun putain de sens. Donc, il aurait dû être viré jour 2 quand il est arrivé en retard et a démontré son incapacité à écouter des consignes. Mais bon, osef la logique, alors on dit qu'il est embauché et qu'il devient chef d'équipe parce que ta gueule, c'est marrant. Donc ils sont connectés à une IA qui dit qu'elle écrit et ça énerve Larry et c'est bien le seul point sur lequel je le rejoins. Donc, toutefois, même si sa haine est viscérale face à cette machine autrice, il n'arrive jamais à vraiment développer d'arguments massus. Il continue à clamer qu'une IA ne peut écrire parce qu'elle ne peut pas avoir d'expérience. Ce qui en soi est vrai, mais n'arrêtera pas une IA de gène qui continuera à générer des lignes de défense comme quoi, humaine ou pas, elle se nourrit des expériences humaines et que, de toute façon, elle peut écrire dans le cadre des histoires qui ne font pas référence à des expériences que plein d'auteurs écrivent à propos de choses qu'ils n'ont pas vécues et ainsi de suite. Donc gardez à l'esprit que je me fais l'avocate du diable et qu'en aucun cas je ne défends l'IA générative. Je ne crois pas que discuter de l'humanité d'une IA soit la ligne à suivre pour remettre en cause sa capacité à créer son mode de fonctionnement. Elle n'a pas la capacité de créer à partir de rien, tant qu'on ne la nourrit pas de ce que l'humain a fait. Elle ne peut rien réaliser par elle-même, mais ni Larry ni Kevin, l'auteur donc, ne va sur ce terrain. Dommage. C'est à cet instant de ma lecture, c'est-à-dire assez vite, puisque c'est le deuxième jour de travail de Larry et qu'on finit par comprendre qu'il travaille au sein de cette équipe pendant potentiellement plusieurs années, ce qui n'a pas le moindre sens, mais ok, à ce stade, pourquoi pas. Après une interminable tirade de Larry sur ses collègues et son amour inconditionnel pour Robert Heinlein, j'en suis arrivée à la conclusion suivante. Le livre rit de Larry et pas avec Larry. Chacun de ses délires est méticuleusement décrit comme un sketch de Mr Bean et en particulier tous les mails qu'il envoie à celle qu'il prend pour une petite fille. Une petite fille à qui il commence à déclarer son amour. Une petite fille. Donc, même si dans sa tête le temps passe, il commence à écrire des choses très perturbantes alors que pour lui cette gamine est au lycée. Au lycée. Lui est un homme entre 30 et 40 ans, il écrit à une enfant de 16 ans qu'il veut la toucher. Mais c'est ok parce que c'est marrant. Donc est-ce que vous comprenez mon désespoir à ce stade? Donc j'étais au bout de ma vie et je me suis dit la chose suivante. Le seul truc qui serait drôle, ce serait que les aliens colonisateurs soient les patrons de Larry et sa team. Voilà. J'aurais pu refermer le livre avec la satisfaction d'avoir deviné la fin. Mais je voulais savoir jusqu'où c'était quoi. J'ai pas été déçue. Vu qu'on a laissé la logique au vestiaire en entrant, on doit croire que Larry, malgré son incapacité à comprendre à peu près tout, a le recul et l'analyse nécessaires pour comprendre que sa mère est zinzin et qu'elle a besoin d'assistance. Évidemment que non. Larry est un narrateur en qui on ne peut pas faire confiance et il décrit les choses qui l'entourent avec son filtre. La conséquence, c'est que, en tant que lecteur, on comprend rien, ou presque. Mais de son point de vue, donc sa mère est une ancienne pute aux fraises, elle ne sert à rien, elle a un niveau d'agressivité assez élevé, bref, un vrai boulet. Son père est absent, je n'ai pas vraiment suivi s'il était mort ou juste parti, mais ce n'est absolument pas important. Ce qui est important, c'est l'obsession de l'auteur pour les prostituées. Larry en voit partout. On rencontre partout, et finit par en avoir chez lui, dans le but d'avoir une franchise de pute. On abandonnera cette idée de toute façon, puisque les putes vont finir par vivre chez lui en s'entraînant au karaté avec sa mère. Je ne sais même pas si c'est censé être drôle. Est-ce que les putes c'est marrant?
Est-ce que les putes qui font du karaté, c'est marrant? Non, je vous jure, je suis dépassée par la situation. Donc, parmi les handicaps de Larry, on peut trouver une version light de la prosopagnosie. C'est une incapacité à reconnaître les visages. En réalité, Larry reconnaît les gens, mais il ne comprend pas la notion d'ethnie. Voilà, il dit ne pas en reconnaître les traits. En soi, c'est possible. Et ce n'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est qu'encore une fois, l'auteur trouve ça drôle. Un problème rencontré par le protagoniste et dont il souffre devient un ressort comique. Oh, tu vas voir, on va lui faire rencontrer des gens, et puis du coup, il va dire nimp sur leur origine, MDR. Effectivement, l'auteur passe un bon moment à faire dire à Larry que tel ou tel personnage est mi-nigérian, mi-suédois, mi-turc derrière, avec l'idée que le lecteur va s'esclaffer à l'idée saugrenue d'un tel mélange de cultures. C'est marrant? Je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait faire sourire dans un autre contexte. D'avoir, je sais pas, un personnage qui donne son avis sur tout et n'importe quoi, tout en étant très loin d'être un expert sur les sujets abordés. Mais bon, là, juste il passe pour un con. En plus, je me dis que si ça tombait sur un lecteur dont la véritable origine, le véritable combo généalogique est celui-là, comment il est censé le prendre? Parce qu'au final, on présente ses idées comme étant ridicules. Alors, bien sûr, je ne crois pas que l'auteur l'ait fait dans ce sens. Mais c'est une des issues possibles à la lecture. Comment savoir qui lit et comment on le reçoit? Mais encore une fois, bon, l'auteur veut tourner Larry en ridicule parce qu'il ne comprend rien au monde qui l'entoure. Et c'est marrant. Donc encore une fois, Larry ne pige rien et vous êtes censé rigoler, alors faites un effort. À un moment, donc, Larry fait l'expérience du câlin. Comme beaucoup de personnes neuroatypiques, Larry n'aime pas être touché. Et c'est légitime. Le souci, c'est qu'à un moment, un autre personnage va le serrer dans ses bras. Au début, il n'est pas hypé, mais trouve finalement l'expérience agréable et j'y vois deux problèmes. Le premier, c'est que quelqu'un qui lit ce livre peut se dire « Oh putain, mais c'est trop cool, je peux convertir des autistes au câlin, ils vont voir comment c'est trop bien !» Je vous laisse imaginer le carnage. Personnellement, j'en ai des frissons d'angoisse en pensant aux situations de malaise, voire de panique que ça peut provoquer. Donc le deuxième est bien pire, c'est qu'à partir de là, Larry est obsédé par l'idée de pratiquer le câlin avec la gamine de 8 ans à qui il écrit des mails. Je vous laisse réfléchir à ça, je vous laisse avec. Donc, à partir de là, ça part complètement en sucette, puisque Larry redouble d'efforts dans sa correspondance et commence à sexualiser son interlocutrice, qui, dans la tête de Larry, toujours a l'âge d'être au lycée. Donc, pour rappel, l'âge d'être au lycée, c'est 14 ans. Voilà. Prenez le temps de bien visualiser le truc. Voilà. Donc à partir de là, c'est la fête à la saucisse. On commence à imaginer beaucoup trop de situations intimes jusqu'à ce qu'elle ait environ 22 ans, puisque Larry l'a fait vieillir dans sa tête, et qu'à ce stade, ils décident qu'ils vont se marier.
Je rappelle encore que Larry a très probablement le double de cet âge. Et là, je veux absolument préciser que non seulement ça donne de Larry une image de gros dégueulasse, mais ce qui me terrifie véritablement, c'est qu'une partie du lectorat va déjà peut-être trouver ça drôle. Et ça, voilà quoi. Mais surtout, faire l'amalgame autiste, pédophile. Et ça, c'est non. Ça, c'est non et renom derrière. Quoi. Je veux dire que je fais des efforts. Je fais des efforts pour trouver des trucs qui vont dans ce livre, mais plus j'avance et pire c'est. À la rigueur, on peut essayer de sauver le truc en se disant que c'est une critique des relations parasociales, mais je sens bien qu'en disant ça, j'essaye de sauver le truc, donc non. Donc, pour essayer de conclure, la dernière longueur plonge dans le nawak, sans plus essayer de se rattraper à quoi que ce soit, mais vraiment. Donc on nous donne du lore familial, qui n'a aucun impact sur l'histoire. On revient sur les putes, mais au final on s'en fout aussi. On voit bien que l'auteur essaie de mettre en place la fin dans les meilleures conditions possibles, mais à ce stade, il faut juste lâcher prise. Parce que la fin n'a aucun sens. Absolument aucun. Personnellement, si je dois en trouver un, et là je projette, je pense que tout le monde est mort, ou dans une espèce de matrice qui suit la trame narrative pétée de Larry, dans laquelle il réalise tous ses fantasmes. Voilà. Je sais pas si vous avez envie de vivre ça, moi personnellement non. Voilà. Donc si j'ai une conclusion à offrir, ce serait que les blagues les plus courtes sont les meilleures, et que rien dans ce livre ne m'a fait rire. Voilà. Mais bon, l'auteur dit que c'est marrant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Meilleures que les miennes. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine expérience livresque. Voilà. Et moi, je sais pas, je vais aller dormir, je crois.